Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes extraordinaires de Good Manufacturing Podcast où on ne va pas extraire les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique, mais nous allons déterrer les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Car en cette fin de mois de juillet, on était avec Romain un peu désœuvrés. C'est-à-dire que ayant fini nos contrats et pas encore commencé les nouveaux, eh bien nous voici cette semaine en intercontrat. Et donc on s'est demandé ce qu'on pourrait faire d'intéressant. Et v'là Tipak, on demande à ChatGPT ce qu'on pourrait faire en tant que podcast. Et il nous a délivré une liste de 15 découvertes majeures qui ont changé la face de l'industrie pharmaceutique. Et donc nous y voici, tirant les sujets au hasard. Et donc, on va vous livrer une série de podcasts sur les découvertes majeures de l'industrie pharmaceutique. Alors, avec moi pour cette odyssée, de vacataires, Romain, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien. Oh, désœuvré n'est pas le mot, c'est. Oh. Alors, c'est quoi le mot? Le mot, c'est en recherche d'opportunités. En recherche d'opportunités, alors. Et donc, recherchant d'autres opportunités, Chloé, comment ça va? Ça va très bien, merci. Chloé, qui est donc c'est ta première apparition radio podcastique. C'est vrai, la première. Mais j'avais assisté à une la dernière fois pour mon premier jour, mais voilà, j'étais pas intervenue. Là, c'est le premier. Très bien. Eh bien, du coup, t'as débarqué un peu dans l'aventure il y a pas plus tard que 15 minutes, donc aujourd'hui tu vas pas faire de sujet. mais bon, n'hésite pas à intervenir quand tu veux. Pour notre premier sujet, on va commencer avec le sujet de Monsieur Romain, le développement des vaccins, la mise au point des premiers vaccins par Édouard Jenner et Louis Pasteur a été un tournant majeur dans la prévention des maladies infectieuses. Romain, c'est à toi. Alors, premier sujet et premier hors sujet en ce qui me concerne. Oh là là. Voilà, ça sera sûrement une habitude. Non, mais du coup, voilà, ChatGPT propose les vaccins. Et bon, je me dis, les vaccins, on a quand même bouffé pendant 2 ans, là, il y a pas si longtemps. Est-ce que vraiment on en remet une couche? Donc j'y vais un peu à tâtons. Pas plus inspiré que ça, et je commence à lire du coup la biographie de Pasteur et j'apprends des trucs. Du coup, je vais plus parler de Pasteur que des vaccins. Ah. Donc hors sujet, mais pas vraiment. Très bien. Eh ben allons-y pour la vie de Pasteur alors. C'est surtout qu'en fait Pasteur à la base, c'est un chimiste. Et c'est surtout ça qui m'a interpellé de par ma condition moi-même de chimiste à mes heures perdues. Et en fait, du coup, Pasteur, quand il a commencé sa carrière, il était chercheur en chimie, du coup à l'université de Paris. Et ses premiers travaux ont porté sur l'acide tartrique, la séparation l'identification de l'acide tartrique, qui est un sous-produit de la vinification. Donc, si vous connaissez un peu Pasteur, vous savez que globalement, la majorité de sa vie tourne autour du pinard. Ou des trucs qui font de l'alcool. C'est vrai. Donc c'est là que ça a commencé, c'est avec ces recherches sur l'acide tartrique. Et donc en fait, ils avaient remarqué que donc ils font la vinification et ils sortent l'acide tartrique, et sauf que des fois, c'était pas le même
qui sortaient. T'avais des fois les deux étaient de l'acide tartrique, mais il y en avait un qui était différent, enfin qui se comportait différemment. Du coup, il y avait déjà eu des recherches faites un peu là-dessus, et notamment par un chimiste allemand du doux nom de Mr. Lutz, qui avait observé donc que quand on mettait l'acide tartrique en solution, enfin l'acide tartrique on va l'appeler habituel, et qu'on appliquait dessus de la lumière polarisée, on voyait que la solution faisait tourner la lumière polarisée. Alors que si on mettait l'autre acide tartrique, ils ont appelé l'acide paratartrique ou l'acide racémique, ils ont remarqué que là, la lumière polarisée n'était pas déviée. Donc, deux propriétés physiques différentes pour le même composé, parce que même formule brute, voilà. Donc lui, il avait observé ça sur des solutions de tartrate et de paratartrate de soude et d'ammoniac. Et donc il avait dit, la seule chose qui différencie ces deux sels, c'est leur capacité à dévier la lumière. Ils auraient la même forme cristalline. Ça, c'était l'état de la science au moment où Pasteur débarque. Ouais. Et donc, voilà, Pasteur, il récupère un peu le bébé comme ça, et il se dit, c'est quand même bizarre qu'elle soit vraiment tout à fait identique, notamment sur la structure cristalline. Donc, hop, il reprend toutes les opérations, il refait les expériences de Mitscherlich, et lui, quand il regarde les cristaux, il remarque que dans le tartrate, les cristaux sont tous les mêmes, mais dans le paratartrate, il remarque qu'il y en a qui sont différents, qu'il y a comme s'il se regardait dans un miroir. Et donc là, il s'est amusé à la main, il a séparé tous les petits cristaux qui étaient pas pareils. Il a fait 2 solutions avec chacun des 2 cristaux, et là, il a remarqué que, en effet, il y a un des cristaux qui déviait la lumière polarisée, alors que l'autre le faisait pas du tout. Si vous connaissez un peu la chimie, vous avez compris où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est donc Pasteur, en faisant ses études sur l'acide tartrique, qui a découvert la notion de chiralité des molécules. Putain, mais c'est un truc de ouf parce que c'est énorme dans la chimie, ça. Ah oui, ça c'est vraiment une découverte majeure. Et donc voilà, une molécule qui a les mêmes atomes, composée des mêmes atomes, et avec la même formule brute, donc, va avoir des propriétés différentes selon comment elle est orientée dans l'espace. C'est vraiment ça la chiralité. Donc là, l'acide tartrique, donc en fait, il y avait qu'une seule forme cristalline, alors que dans l'acide paratartrique, il y avait 2 formes, et ces 2 formes étaient l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et c'est ça qui faisait que leurs propriétés physiques étaient différentes. Et du coup, là, je vous l'ai dit, je vous l'avais peut-être pas relevé, mais ils avaient appelé cet acide, du coup, cette deuxième acide tartrique, l'acide racémique. Et ça, c'est toujours un nom qui est utilisé maintenant pour désigner, du coup, un mélange d'énantiomères, c'est-à-dire de 2 molécules identiques, mais d'orientation différente. Voilà. Si vous entendez un jour mélange racémique, c'est de là que ça vient. Et tu sais que ça c'est un des plus grands scandales de l'industrie pharmaceutique, c'est à cause de la chiralité d'une molécule. Je sais pas si tu l'as vu dans tes trucs. Ouais. Eh ben c'est parti. Voilà, c'est une découverte vraiment majeure dans le domaine de la chimie organique parce que là on parle de 2 molécules qui ont identiques, qui ont des propriétés physiques différentes selon leur orientation, mais c'est aussi, ça peut être aussi le cas pour des propriétés biologiques. C'est-à-dire que 2 énantiomères vont pas forcément avoir le même effet dans l'organisme. Et moi l'exemple que j'avais, c'était avec la thalidomide. Voilà, c'est celui-là. Qui avait été c'était prescrit aux femmes enceintes pour soulager les nausées et pour plein d'autres trucs d'ailleurs. Oui, aussi. Et donc, cette molécule-là, elle a un de ses énantiomères, donc une de ses formes chirales qui, en effet, soulage les nausées, et son autre forme chirale, par contre, elle provoque des malformations chez le fœtus. Ce qui n'a quand même rien à voir. Surtout dans le contexte de prescription. Ah oui, sinon faudrait prescrire ça à des femmes qui sont pas enceintes pour les nausées matinales. Voilà. Ouais. Mais maintenant, il est represcrit. La thalidomide est represcrit justement pour. Il me semble que c'est pour des leucémies, je crois. Ils ont retrouvé une utilité à ce truc-là. Ouais.
Moi, j'avais vu qu'ils avaient testé pour la lèpre et peut-être un peu la maladie de Crohn aussi. D'accord. Et là, on pourrait faire tout un épisode là-dessus, hein, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant. J'en parle un peu, tu sais, dans la vidéo, l'histoire de l'AMM. C'est vraiment un truc de ouf. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est 100 000, c'est plus c'est des centaines de milliers de personnes handicapées à cause de ça, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Et ça s'est résolu il y a pas longtemps. C'est en fin des années 90 que le laboratoire il a fini par dire ouais, c'est bon. Pardon. Mais donc voilà, c'est vraiment un aspect vraiment primordial quand on aborde la chimie organique, et je savais pas du tout que c'était Pasteur qui avait découvert ça à la base. Trop cool. Mais ouais, ça a pas du tout touché les États-Unis parce qu'il y a une femme qui s'appelle Frances Kelsley, je crois qu'elle s'appelait. Et quand elle a vu pourquoi c'était prescrit, parce qu'à l'époque c'était prescrit pour tout, quoi. Enfin, genre les problèmes d'érection, tout un tas de machins, les nausées, mais pas que ça, quoi. Enfin, tout. Et les maux d'estomac, enfin bref. Et du coup, elle a fait c'est bizarre votre truc. Vous êtes sûr que ça fonctionne vraiment et tout. Et elle a demandé un peu plus de preuves, sur le bazar. Et pendant 2 ans, tu sais, elle a tenu tête au laboratoire. Et jusqu'à temps que t'as les premiers effets secondaires qui sont sortis. Et finalement, elle a eu drôlement raison parce qu'aux États-Unis, il y a quasiment aucune personne qui a été, aucun bébé né mal formé à cause de la thalidomide, quoi. Et en France, c'est pareil, mais un peu différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était, je sais plus, c'est pour 58. Il y avait l'administration française qui était submergée de dossiers d'AMM à faire sortir. Ouais. Et la thalidomide était un petit peu en bas de la pile. Et donc du coup, ils ont commencé à faire, ils ont fait un peu avancer tout ça. Et finalement, quand ils sont arrivés à la thalidomide, c'était on a été sauvés par la lenteur de l'administration. Exactement. Et du coup, ça a permis de réformer tout le bazar. Parce que quand ils sont arrivés à la thalidomide, on fait oh là, c'est juste au moment du scandale, et du coup, c'est pas trop sorti en France, quoi. Par contre, c'est le pire, ceux qui sont pris à mort, c'est l'Allemagne et le Canada, je crois. Eux, ils ont pris plein pot, quoi. Ah la vache. Et tout ça à cause du mélange racémique découvert par Pasteur. C'est fou. Ah voilà. Donc il en a sous le coude, le Pasteur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Chloé? Tu connaissais la chiralité? Bah non, écoute, mais pas du tout, parce que je ne suis pas chimiste, donc un peu, voilà, c'est pas mon métier, mais en tout cas très intéressant, ouais. Voilà, quand tu regardes j'apprends plein de trucs. Le nom des principes actifs et que tu vois écrit des R et des S, voilà, c'est que c'est des molécules qui râlent. Ok. Qui rouspètent. Blague de daron. Allez, on enchaîne sur C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Au revoir.